Donc après deux cas très contrastés, hein, une réaction peut-être de Gaël des Déserts, là, d'une agriculture encore différente, hein, après une zone de montagne sèche qui était en déprise, ensuite une ville, une agriculture périurbaine, et maintenant dans une zone de grande culture en région parisienne, dans une ferme de 360 hectares. Donc, comment tu réagis par rapport à ces présentations? Qu'est-ce que ça te révèle? Quelles sont tes réactions? Donc, vous avez vu, je fais partie du collectif et puis en fait, je suis salariée de la bergerie de Villarceau, donc dans le Vexin. Donc, c'est avec cette casquette-là que j'interviens. Mais je n'oublie pas du coup le temps puisque je suis aussi dans l'organisation, donc je vais essayer de faire court. Donc là, l'idée, c'est en effet de voir comment nous, à Villarceau, ce qui a été présenté là peut résonner et nous faire avancer et nous réinterroger. Donc simplement pour vous resituer, Villarceau, c'est là donc, où est né le collectif PAP, ce qu'a dit Odile tout à l'heure. C'est un site donc, de 600 hectares en tout, 230 hectares de forêt, 370 hectares de terres agricoles. Donc pas du tout la même échelle que chez vous. Là, on est vraiment sur un territoire, on ne peut même pas parler de territoire, c'est un site beaucoup plus réduit. Donc dans le Vexin français, qui est au nord-ouest de l'Île-de-France, limite Normandie. Donc un territoire, un grand plateau agricole très marqué par l'agriculture conventionnelle et industrielle, qui a connu donc une grande mutation suite à la Seconde Guerre mondiale. Et donc la bergerie de Villarceau, comme l'ensemble du territoire, a connu ces grandes mutations que vous connaissez, je pense. Et depuis le milieu des années 90, le propriétaire du site, donc la Fondation Charles-Léopold Meyer, qui soutient aussi ce colloque, a initié une transition pour cette bergerie et a voulu en faire non pas un modèle, mais un prototype de ce que serait une transition d'une grande exploitation conventionnelle en un site agroécologique qui soit plus autonome en termes d'intrants et qui soit plus résilient face aux aléas climatiques, économiques, sociétaux auxquels on doit s'attendre. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'en fait, pour assurer cette conversion, les porteurs de projets initiaux, dont Mathieu Calam qui conclura cette journée, n'ont pas eu peur de modifier radicalement le paysage qui était en place. Et au contraire, ont voulu montrer comment le changement de modèle doit passer aussi par un changement de forme et de visage. Et on ne peut pas produire de la même manière en gardant le même socle et outil qui a été celui d'une agriculture conventionnelle. Donc la forme a été radicalement modifiée, le parcellaire a été recomposé avec des parcelles beaucoup plus petites, en lanière d'une moyenne de 8 hectares. La rotation des cultures a été largement diversifiée et allongée, ce qui fait que dans le paysage, on a une diversité beaucoup plus marquée, une saisonnalité qui est lisible. Les prairies réintroduites font aussi que le paysage va évoluer vers un paysage d'élevage, avec ses clôtures, avec les animaux qui, du coup, le réhabitent. Et puis la trame arborée va être très travaillée pour être au service de la culture et assurer un enrichissement mutuel entre la partie cultivée et la partie arborée. Donc l'arbre un peu sous toutes ses formes. Je ne vais pas préciser là, ce n'est pas l'objet. Mais du coup, ce qui prend forme, c'est en fait quelque chose de nouveau, qui est radicalement différent de ce qu'il y a autour de ce site. Alors, les résonances, du coup, avec ce que vous avez présenté, alors, vous en avez moins parlé là, mais dans l'article que le collectif PAP a réalisé suite à votre visite, c'était beaucoup plus marqué. Ce qui m'a marqué, c'est la façon dont les formes spatiales que vous avez dans le priorat, que vous avez trouvées, sont très diversifiées. Donc, vous parlez de mosaïque, donc le territoire est plus grand, donc forcément, il y a plus de situations différentes. Vous avez aussi un relief qui est plus marqué, et donc des pentes, des expositions, une diversité de sols, qui fait que la richesse de votre paysage retrouvé est qu'il y a une mosaïque, une grande diversité. Ce que chez nous a été plus délicat, ou vous pourrez travailler là-dessus, mais chez nous c'est beaucoup plus plat. Donc le relief est plus homogène, le sol est plus homogène, et donc
la forme est plus homogène aussi. C'est pas la même échelle. C'est vrai qu'on pourrait aussi, nous, retravailler à des échelles plus fines pour trouver des situations qui appelleraient d'autres solutions paysagères et donc d'autres formes. Je crois aussi que ce qui est marquant aussi dans votre présentation, c'est les forces vives humaines qui sont à l'œuvre pour créer ces nouvelles formes. Donc vous avez cité l'association Prioritat et puis plein d'autres coopératives et plein d'autres acteurs. Donc je crois qu'il y a ça aussi qui joue dans la construction des paysages de demain, c'est cette diversité d'acteurs qu'il faut pouvoir mobiliser pour trouver des solutions intéressantes. Donc nous, c'est vrai qu'à Villarceau, vu l'échelle du site, en fait, il y a une unité de gestion, une ferme pour la partie agricole et une structure qui gère la forêt. Donc c'est sûr qu'il y a moins ces croisements et cet enrichissement. Même si, et là ça rejoint un peu le cas de Milan, même si on travaille aussi beaucoup sur la multifonctionnalité de ce territoire, on est sorti un peu du fait établi jusqu'ici qu'un territoire rural c'est un territoire agricole et qui ne sert qu'à ça. Là, au contraire, on veut montrer qu'il y a une diversité d'usages qui se développent, récréatifs, commerciaux. On pourrait imaginer bien sûr des activités artisanales qui se redéveloppent en milieu rural. Et en fait, c'est par cette multifonctionnalité qu'il y a davantage de monde qui intervient sur ce site et donc qui ont des idées, des propositions, des envies qui vont générer une diversité de situations à même de forger un paysage beaucoup plus diversifié et donc avec des complémentarités, des connexions, des intelligences de mutualisation qui peuvent se créer. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà le paysage, c'est avant tout fait de personnes et donc elles sont importantes aussi à intégrer. Donc là, c'est vrai que c'est assez intéressant vous avez bien détaillé la manière dont vous faites participer dans le priorat l'ensemble des habitants, à Milan l'ensemble des agriculteurs et des habitants de la ville. C'est vrai que là aussi, je pense qu'on a pas mal à apprendre, nous, à Villarceau, pour voir comment on peut intégrer davantage de monde pour trouver des solutions qui, en termes de paysage, vont permettre de résoudre des questions de transition énergétique de notre site, transition agricole qui a déjà été bien avancée, transition alimentaire aussi. Et il y a un dernier point qui m'avait très intéressé quand on a été à Milan, parce que du coup j'ai eu la chance de faire la visite de site du Quai de Milan avec le collectif, c'est la manière dont c'est par la protection finalement que vous en êtes, par la protection assez stricte en fait des terres agricoles, des bâtiments. Je me souviens que les agriculteurs, s'ils voulaient réaménager un bâtiment, c'était toute une affaire, quoi, ou construire un autre bâtiment, et donc on avait presque l'impression que c'était un obstacle à l'évolution possible de ces exploitations agricoles. Et en fait, au contraire, c'est par cette exigence d'être attentif au patrimoine dont on hérite que des solutions ont été possibles en trouvant des formes plus nouvelles et de ne pas tomber dans les écueils des formes un peu simples qu'on aurait pu trouver plus facilement. Donc à Villarceau, il n'y avait pas du tout cette idée de protéger le paysage d'open field traditionnel du Vexin. Au contraire, pour servir la transition agroécologique du site, le choix de l'arbre, par exemple, a été largement réimplanté. Donc il y a énormément de haies qui ne sont pas traditionnelles sur le reste du territoire, au risque même, pour certains voisins, de se dire, Villarceau, tant que c'est que sur le site de Villarceau, ça va, mais il ne faudrait pas que tous les agriculteurs du Vexin trouvent les mêmes solutions, parce que sinon on perdrait notre identité d'open field, de grands paysages ouverts avec des grandes vues, etc. Du coup, il y a un peu cette réflexion qui, je pense, va être largement débattue à la table ronde d'énergie, parce que c'est un peu le grand débat aussi, la transition énergétique par rapport à la protection des paysages, mais en agriculture, finalement aussi, ça peut être un élément intéressant pour réfléchir comment on fait évoluer notre paysage pour répondre à la fois à un héritage, une identité, une tradition, et en même temps faire avancer nos pratiques vers un modèle plus autonome et résilient. Voilà pour moi.